Alors, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Et à moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes ici avec le logiciel Python. Donc, s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et ça nous permettra d'apprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons apprendre? On va apprendre les analyses statistiques avec Python. Non seulement la programmation, la création des applications et des sites web, Python permet de faire également des analyses statistiques et économétriques et qui Python présente des résultats d'une manière très performante. Donc ici, nous voulons apprendre à faire le test de thérosédacité ou bien de mosédacité. Qu'est-ce que c'est que le test de thérosédacité et de mosédacité? Donc, c'est un test diagnostique qu'on fait pour voir si nos données se comportent bien ou bien nous avons de bonnes données d'une manière ou d'une autre qui nous permet de faire de bonnes prédictions. Maintenant, homoscédacité, en termes simples, voudrait dire égale variance. Bon, la variance en statistique permet de voir la dispersion des données. Plus la dispersion est petite, nous avons de bonnes données pour pouvoir faire des prédictions. Donc, souvent, on parle aussi de écart-type. Écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, le rôle que joue l'écart-type, c'est le même rôle que joue la variance. Donc, nous allons apprendre avec le logiciel Python comment faire le test de thérosédacité ou bien les tests d'homocédacité. Si quelqu'un vous parle de test de thérosédacité ou bien quelqu'un d'autre vous parle de test d'homocédacité, je dirais, je suis en train de dire la même chose parce que hétéroscédacité voudrait dire les variances ne sont pas égales. On voudrait voir est-ce que nous avons les mêmes variances si, ou bien nous n'avons pas. Donc, quand quelqu'un dit le test d'homocédacité, c'est comme les variances sont les mêmes, c'est-à-dire homocédacité et le contraire d'hétérocédacité. Donc, quand on pose par exemple l'hypothèse nulle homocédacité, cela voudrait dire que l'hypothèse alternative ce serait hétérocédacité. Donc, c'est un test très important qu'on fait quand on fait les analyses statistiques après avoir fait une régression linéaire ou bien après avoir régressé un modèle. C'est un test qu'on fait pour pouvoir voir si nous pouvons toutefois compter sur la prédiction que nous allons faire de notre modèle. Donc, nous avons dans nos précédentes vidéos déjà appris comment télécharger le logiciel Python et maintenant l'interpréteur. Nous avons plusieurs types d'interpréteurs. Ici, nous sommes en train d'utiliser PyCharm, par exemple. Donc, ici, je voudrais également vous montrer, par exemple, comment présente Python, les résultats de Python. Donc, ici, comme je le disais, euh, Python présente des résultats avec des précisions très détaillées comparativement à d'autres logiciels, par exemple. Ici, nous avons beaucoup de choses. Par exemple, on vous dit déjà le nom du modèle, la méthode qui a été utilisée, le R carré, le F statistique. Et non seulement ça, également, il y a également ces résultats-là qui nous fait d'une manière ou d'une autre avoir des détails par rapport à la distribution de nos données. Donc, c'est comme ça se présente. Donc, nous allons commencer à voir comment ça se fait. Ici, donc, si vous voulez votre logiciel Python, par exemple, et que vous voulez faire un test statistique, disons que on va commencer depuis le début. On va d'abord importer les données et faire une régression linéaire avant de pouvoir faire le test. Donc ici, comme d'habitude, on va créer euh, un fichier Python, euh, un nouveau fichier où nous allons faire le test. Donc, nouveau, par exemple, ici, ou bien new. Donc, on va voir, on va prendre ceci, Python file. On va dire hétéroscédacité, par exemple. Hétéroscédacité. OK, on va nommer ce fichier comme ça. Donc, je fais entrer et donc je crée une nouvelle euh, euh, page, par exemple. Donc, ici, à partir d'ici, la manière dont Python travaille, c'est de cette même manière pour ceux qui ont déjà une idée sur le logiciel R. Nous sommes obligés d'importer un certain nombre de packages ou bien de modules qui vont nous permettre de pouvoir faire des choses spécifiques, par exemple. Donc, et vous pouvez toutefois regarder nos précédentes vidéos où nous avons parlé des packages ou bien des modules, comment pouvoir importer des modules quand nous avons besoin de ici, par exemple.
Donc, une fois, par exemple, bon, on ne va plus reparler de ça, mais il faudrait que ces modules soient déjà installés avant de pouvoir les importer et travailler avec. Donc, à ce niveau, par exemple, on va utiliser ce module qu'on appelle, ou bien Pandas, par exemple. Pandas, je vais dire à Python d'importer Pandas à Speedy. OK, le nom c'est Pandas, mais je voudrais d'une manière ou d'une autre, étant donné que je ne voudrais pas utiliser tout le nom qui me paraît un peu long, je vais dire importer Pandas comme PD. Donc, ici, nous allons l'utiliser par rapport pour importer les données. On a besoin de ça, par exemple. À part ça, nous avons également besoin de celui-ci, import stats model. Hmm, et puis, ASSM. OK, on aura besoin de celui-ci également par rapport à la régression, par exemple. Donc, nous aurons également besoin de, bon, OK, je vais dire par exemple à partir de stats model, attribute stats, je voudrais par exemple, puisque nous voulons faire le test de théorie un test diagnostic, par exemple ici, euh, à partir d'ici, je voudrais importer euh, yes. OK. On va d'abord exécuter celui-ci. Donc, c'est Shift et F10. Ou bien vous venez ici, par exemple. Donc, ici, par exemple, on peut toutefois exécuter à partir d'ici. Ou bien vous appuyez sur Shift et F10 et c'est exécuté également. Donc, donc ici, nous avons plusieurs tests de hétéroscédacité. Nous avons White test, nous avons Bresch-Pagan test, nous avons Goldfeld-Kant test. Tous sont des tests qu'on utilise pour faire le test d'hétérostatistiques. Donc, ici, très souvent, celui qui est utilisé, c'est le test de euh, Bresch-Pagan, par exemple. Bon, quel que soit celui que vous allez prendre, par exemple, il faut comprendre que vous allez obtenir les mêmes résultats. Mais selon, par exemple, la littérature, c'est-à-dire ce que les gens utilisent plus souvent à cause de un certain nombre d'avantages. Donc, ici, par exemple, nous allons utiliser le test de Bresch-Pagan. Bon, le test white test also est aussi souvent utilisé. Quel que soit ce que vous voulez, vous pouvez prendre puisque vous allez obtenir les mêmes résultats. Donc, on va utiliser dans notre cas ici Brush-Pagan test, par exemple. Donc, je prends celui-ci, la hit Brush-Pagan. OK? Donc, ce qui est souvent intéressant avec Python, on vous écrit ce que vous voulez prendre. Donc, c'est tellement long. Je vais d'une manière ou d'une autre à, à réduire le nom et dire que, bon, je voudrais que celui-ci, la Bergstragen, soit pris à partir de Stats Model, Stats Diagnostic, mais que ça soit nommé comme head. Donc, à tout moment que je vais utiliser head, je fais allusion à head Bergstragen puisque j'ai réduit le nom, bon, étant donné que c'est tellement long. Donc, j'exécute également Shift F10. Donc, à tout moment que vous exécutez et que vous avez, on dit le process est fini avec 0, cela voudrait dire que ça s'est bien passé. Donc, s'il y a des erreurs, par exemple, vous aurez non seulement le rouge et là-bas, ce serait 1, par exemple. Donc, nous avons importé un certain nombre de modules et nous allons continuer, par exemple, ici. Donc, nous savons que quel que soit ce que nous voulons faire, que ce soit la régression, nous avons besoin de données, par exemple, dans notre logiciel. Donc, à partir de là, nous allons prendre des données. Je vais aller prendre un certain nombre de données sur mon ordinateur. Donc, que nous allons appeler, par exemple, ici, data ou bien données, par exemple. Donc, ici, comme je le disais,
PD, Pandas nous permet de pouvoir prendre les données. Je vais dire read CSV. Dans mon cas ici, par exemple, les données que je veux prendre sont au format CSV. C'est pourquoi j'utilise read CSV. Si dans votre cas, par exemple, vos données sont au format Excel, c'est sur un fichier Excel, vous allez prendre read Excel. Read CSV. Now, quand je prends read CSV, OK, j'ouvre les parenthèses et maintenant, les griffes, à partir de là, je peux aller prendre les données que je voulais prendre. Ici, par exemple, regardez le type de données que je voudrais prendre. Donc, ici, vous allez savoir là où les données se trouvent, les données que vous voulez utiliser. Une fois que vous les retrouvez, donc vous cliquez sur ça. Une fois que c'est cliqué, vous faites le clic droit, vous allez au niveau de propriété. Au niveau de propriété, maintenant, là où c'est écrit location ou bien location, donc vous copiez ça. Donc, toutefois, quand vous copiez ça, vous copiez la location. Rappelez-vous que le nom des données, c'est Wedge1. C'est ce qui est écrit là-bas, par exemple. Donc, je retrouve au niveau de, je retourne au niveau de mon logiciel, je colle ce que j'ai copié. Bon, et j'ajoute le bar là pour pouvoir d'une manière ou d'une autre mettre le nom des données. C'est Wedge1 et que c'est au format CSV. Après avoir mis le nom, j'ajoute CSV par exemple. Donc, cette commande-là va me permettre de pouvoir avoir mes données actuellement ici. Donc, j'exécute également Shift F10. Donc, après avoir exécuté Shift F10, les données sont là. Donc, on va voir comment est-ce que ces données-là se présentent. Donc, je ne vais pas prendre toutes les données, étant donné que bon, ces données qui sont importantes, on va essayer de voir les 6 premières lignes. Donc, pour pouvoir voir les 6 premières lignes, je vais dire print. Donc, le nom ici de ces données, c'est data. Donc, et j'ajoute, je dis head. Head me permet de pouvoir voir les 6 premières lignes de mes données. Donc, j'exécute également et on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'est arrivé. Voilà les données. Donc, c'est tellement long, effectivement. Donc, nous avons pris 1, 2, 3, 4, 5. Je pense 5 lignes ici. C'est ça, les 5 premières lignes. Ça nous permet de voir les types de données que nous avons. Par exemple, ici, nous avons des données quantitatives. Et bon, à un moment donné, on a des données binaires. Ça nous permet de bien voir ici les données binaires, ainsi de suite. Bon, non seulement ça, si je vais également voir les 5 dernières lignes de mes données, je peux toutefois également utiliser print data till now. Maintenant, je vais voir la queue, les 5 premières lignes de mes données, les 5 dernières lignes de mes données. Donc, j'exécute également Shift F10. Donc, on attend. Donc, on voit ici, par exemple, que ce sont les 5 dernières lignes de mes données qui arrivent ici, par exemple. C'est ce que ça nous fait voir. Donc, non seulement ça, si on veut aller voir, on va aller un peu loin pour voir la description de nos données. C'est-à-dire, on veut voir la moyenne, les minimums, ainsi de suite de nos données. Nous pouvons également utiliser print. Donc, print data. Et là, je vais utiliser describe. Donc, à partir de describe, vous allez voir, donc toutes les données vont venir et avec certains détails, certaines explications par rapport à nos données. Donc, avec describe, par exemple, vous voyez, ça pour chaque variable et ça m'a donné par exemple le nombre d'observations, la moyenne, l'écart type minimum et les quartiles. Donc, c'est ça, le Scrum nous permet de pouvoir le faire, ainsi de suite. Bon, nous pouvons également aller loin si on veut voir les informations par rapport à nos données. Quel type d'informations? On voudrait voir par exemple si nos données, ce sont des entiers, ce sont des caractères, ainsi de suite. Là, on va utiliser par exemple print et toujours d'état. Donc ici, j'utilise d'état parce que les noms de mes données là, je les ai nommés de d'état. Si j'avais mes données, j'allais utiliser au premier abord ici données. Donc c'est ça. Ici, par exemple, je peux chercher à avoir plus d'informations par rapport à mes données. Donc, d'état info. Et donc, j'exécute également. Donc, on va voir. Ici, par exemple, ça essaie de me donner, tu vois. On me dit que toutes mes variables, par exemple, ce sont des entiers. Bon, ici, float, ça voudrait dire décimal. Et bon, ici, integer, bon, ce sont des entiers. Cela voudrait dire que toutes mes variables, ici, sont toutes mes données et toutes mes variables sont des données quantitatives ici, puisqu'on ne peut voir que float et integer. Integer qui voudrait dire nombre entier, float qui voudrait dire que décimal ou bien bon, continu, par exemple.
OK, c'est bon. Donc, nous avons essayé de voir comment nos données se présentent. Mais maintenant, on va essayer, avant de pouvoir procéder à une régression, avant de faire notre test, par exemple, nous allons éliminer, au cas où ça se retrouvait, les données manquantes, par exemple. Donc, on va se dire que lorsque les données manquantes se trouvent dans nos données, il faut que ça soit éliminé. Donc, on va dire data égale data et nous allons dire drop NA. Donc, NA like, comme non applicable. Donc, avec ça, si les données manquantes se retrouvent dans mes données, ces données seront éliminées. Donc, Shift F10 également. Mhm. Donc, c'est bon. Euh, Après ça, maintenant, nous pouvons passer à une régression parce qu'il faudrait, avant de faire le test de Taureau-Sébastien, il faudrait faire une régression, par exemple. Donc, ici, nous allons faire la régression linéaire et donc ça nous permet également d'apprendre comment faire une régression linéaire avec le logiciel Python. La première des choses, c'est de pouvoir définir notre variable dépendante. Donc, ici, si nous remontons, on peut pouvoir, là, de nos données se présente, étant donné que c'est une régression linéaire que nous voulons faire, la variable dépendante doit être une variable quantitative. Oui, ici serait bienvenue. La variable la bienvenue comme variable dépendante. Donc, on va considérer ça wage. Maintenant, par rapport aux variables indépendantes, elles peuvent être nombreuses comme nous voulons. Donc, ici, nous allons par exemple prendre éducation. Éducation comme la première variable indépendante. Après éducation, expérience comme la deuxième variable indépendante. Après ça, nous pouvons prendre aussi celui-ci là. Yeah. Et, OK, on a pris éducation, expérience. On va prendre celui-ci, nombre dépendant, NUM, dep. OK. Donc, on vient de définir également nos variables indépendantes. Donc, on va exécuter pour voir si tout marche. Jusqu'ici, tout va bien. Yeah. Donc, jusqu'ici, tout va bien, mais seulement que je devais commencer par data parce que ça partie des data que je suis en train de les soustraire, par exemple. Donc, je reprends. Euh, donc, c'est bon. Donc, il faudrait aussi rappeler que euh, ici, nous voulons utiliser OLS. Nous voulons utiliser OLS et directement OLS dans ce cas. euh, Python ne prend pas en compte la constante. Vous savez que nous avons le coefficient des variables indépendantes et nous avons la constante qui s'ajoute. Mais il faudrait faire savoir au logiciel que nous voulons aussi que ça arrive. Parce que si on ne le précise pas, les résultats qui vont venir sans constante. Donc ici, par exemple, c'est pourquoi nous avons importé ce module. Il y a SM qui va nous permettre de faire cet ajout-là. On va dire add constant. Yeah. Donc après add constant, il faudrait ajouter à quoi? À X, on voudrait ajouter add constant à X. Donc on peut exécuter maintenant également. Donc si ça marche jusqu'ici, tout va bien. Donc à ce niveau maintenant, nous pouvons toutefois exécuter notre modèle. On va appeler ça quoi? Modèle. Donc on va dire modèle égal à quoi? On va dire SM par exemple. Donc c'est une régression linéaire utilisant la méthode, comment l'appelle-t-on? La méthode OLS. Donc on va prendre OLS là-bas. Donc, et on va mettre nos variables. D'abord la variable dépendante et ensuite la variable indépendante et nous allons fit ça. Donc, OK. À partir d'ici, nous exécutons notre modèle comme ça. Voilà. Nous avons fini d'exécuter le modèle. Mais pour pouvoir faire arriver les résultats, il faudra alors faire le summary et le résumé pour que les résultats puissent arriver, par exemple. Donc, on va appeler ça résultat, OLS, résultat, OLS, par exemple. Et nous allons dire ceci. Un résultat OLS, ce que nous appelons par résultat OLS, on prend un modèle et on veut faire summary. Hmm.
notre modèle. OK. Donc, à partir d'ici, nous pouvons exécuter également. Une fois l'exécution finie, OK. Une fois l'exécution finie, par exemple, tout a bien marché. C'est comme je vous dis, une fois que vous voyez process finish with exit code 0, là, vous devez dire que tout a bien marché. Même si à rouge ici, ils sont en train d'une manière ou d'une autre de nous rappeler un certain nombre de choses. On dit par exemple, Cryptosis only valid for n greater than 20. Bon, Cryptosis ici nous permet de voir par exemple la symétrie. C'est autre chose carrément. On nous dit par exemple que ça devient valide lorsque le nombre d'observations est supérieur à 20. Donc, c'est autre information que c'est en train de nous donner. Sinon, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, pour voir les résultats, il faudrait alors les print. Il faut print ces résultats-là. Donc, imprimer, printer en français, ça voudrait dire imprimer. Donc, résultat, c'est à nouveau des résultats que nous avons ça, résultat OLS. Donc, et on imprime et on va voir les résultats tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons nos résultats. On a nos résultats, on va essayer de monter pour voir. Les résultats sont arrivés, comme vous voyez, OLS Regression Result. Donc, nous avons ici, par exemple, le modèle en question, c'est Ordinal Least Square, c'est ça en anglais, OLS. On parle de monde carré, OK? La méthode ici, bon, et LS voudrait dire Least Square. Donc, la méthode, c'est Least Square qui est la méthode des mondes carrés. Maintenant, le modèle en soi, ce qu'on appelle, si par exemple la régression linéaire, c'est ordinary least square. Maintenant, ça nous donne même la date. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Donc, ça nous donne l'heure où nous avons exécuté ça. Maintenant, le R carré, il y a ici, par exemple, le R ajusté. Donc, le R carré, comme vous savez, nous permet de voir si notre modèle est adapté aux données que nous avons. Quand c'est supérieur à 50%, nous pouvons dire que notre modèle est adapté aux données que nous avons. Autre interprétation, et nous pouvons dire par exemple que les variables indépendantes expliquent à 63,20% la variabilité de la variable dépendante. Donc, ça, c'est l'interprétation. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire lorsque cette valeur-là est supérieure à 50%, comme dans notre cas ici, c'est 63% ici, par exemple, 63, quelque chose pour cent, ça voudrait dire que le modèle est adapté aux données que nous sommes en train d'utiliser. Donc, nous avons le F statistique ici aussi qui nous permet de voir si toutes les variables prises tout ensemble sont plus bonnes que constantes. On ne va pas aller trop dans les détails, mais la signification de ce modèle et de F statistique aussi, c'est pour dire que notre modèle également est adapté aux données. Parce que ici, nous appelons F statistique à un moment donné le test d'ensemble, qui voudrait dire que quand on prend toutes les variables indépendantes ensemble, les résultats sont bons qu'en prenant seulement la constante. Nous avons un modèle qu'on appelle intercept modèle. Ce modèle-là qui a seulement qu'une constante. Donc ici, le F de la régression linéaire nous permet de faire cette comparaison-là pour dire que, OK, au lieu de prendre tous les modèles, est-ce que ça vaut la peine? OK? Donc ici, comme toutefois nous pouvons voir, la probabilité ou bien le p-value ou bien la probabilité associée de F statistique est ici inférieure à 5%. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, effectivement, que toutes les variables prises ensemble sont intéressantes que intercept modèle, le modèle avec la constante unique. Donc ici, par exemple, les informations que nous avons en bas, ce sont les informations de la distribution normale, par exemple. Donc, il faut toutefois rappeler que les autres tests n'ont pas, par exemple, ce surplus-là. Et les autres logiciels, quand nous prenons Stata, on n'a pas ce surplus-là. Quand nous prenons même le logiciel R, on n'a pas ce surplus-là, par exemple. Donc ici, nous avons skewness, kurtosis. Skewness nous permet de voir se situer par rapport à la symétrie. Et maintenant, kurtosis nous permet de parler des queues, la queue des données. Donc ici, on peut voir Jacques-Bera test, c'est un test de normalité. Comme vous pouvez toutefois voir ici, la probabilité de Jacques-Bera est supérieure à 5%, ce qui nous permet de dire, par exemple, que nous avons une distribution qui est normale, puisque sous ces tests-là de distribution normale, l'hypothèse nulle dit que
l'hypothèse nulle dit que les données sont normalement distribuées. Donc, quand on échoue de rejeter l'hypothèse nulle, on dit que les données sont normalement distribuées. Et ici, par exemple, avec la valeur de la probabilité associée ou bien de p-value, on échoue de rejeter l'hypothèse nulle ou bien on accepte l'hypothèse nulle. Donc, c'est ça ce que je disais, que Python donne des résultats avec certaines précisions très intéressantes. Donc, tout ça là, c'est sur le chemin de pouvoir faire le test d'hétéroscédacité ou bien le test d'homoscédacité. Donc, nous avons obtenu nos résultats. Par exemple, ici, on continue. On va dire un test d'hétéroscédacité. OK. Donc, ici, par exemple, nous avons déjà importé celui qui va nous permettre de pouvoir faire le test, c'est celui-ci là. Et on l'appelle ici head, par exemple. Donc, on va dire mon test égale quoi? Égale ce head là. Et nous allons mettre, par exemple, notre modèle ici, par exemple, modèle réside, OK, et modèle, attribute modèle, maintenant, again, exorg, OK, et nous exécutons, par exemple, on va voir jusqu'ici si tout va bien. Donc, tout va bien jusqu'ici. Donc, on peut imprimer maintenant le résultat de notre test au homoscédacité test ou bien home test, comme nous sommes en train de l'appeler. On peut imprimer ça. Donc, une fois qu'on imprime, vous voyez, euh, donc nous avons ça. Donc, il faut rappeler que quand on imprime le test de Brecht-Pagan, le test de Brecht-Pagan de Torres d'Acity ou bien même le test de White-Test, il vient non seulement avec les coefficients de test que nous sommes en train d'exécuter, mais également avec le coefficient de F et ces histoires-là. Donc ici, par exemple, la première variable et la première valeur, ça c'est le coefficient de Preschpagen. Maintenant, ici, c'est le p-value ou bien la probabilité associée. Donc, si on s'arrête ici, la probabilité associée, c'est ça qui nous permet de prendre une décision pour pouvoir savoir si nous avons des problèmes de térosodacité ou bien on n'en a pas. Il faut rappeler que l'hypothèse nulle dit qu'il y a homocédacité, c'est-à-dire que les variances sont les mêmes. C'est ça l'hypothèse nulle pour ce test. Maintenant, la valeur de la probabilité associée va nous permettre de rejeter ou bien d'accepter l'hypothèse nulle. Donc, quand toutefois nous pouvons voir ici, la probabilité associée est supérieure à 5%. Donc, on fait quoi? On échoue de rejeter l'hypothèse nulle ou bien on accepte l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y a homocédacité. On conclut qu'il y a égale variance. Au fait, c'est ce que nous voulons. Quand il y a une égalité de variance par rapport à la moyenne, cela voudrait dire que nous avons de bonnes données. Nous pouvons toutefois faire une prédiction sur laquelle nous allons d'une manière ou d'une autre compter. Parce que plus les données sont homocédacées, nous avons une même dispersion. Donc, ça peut nous donner une distribution normale. Yeah. Étant donné même que le test de Jacobera a dit que la distribution est déjà normale, bon, on espérait voir également que les données soient homocédacées. Ici, ça, ce sont les valeurs de F statistique dont on a déjà parlé de F en haut, là. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre qu'il y aura quatre valeurs qui vont toujours venir quand vous allez le faire. Donc, la première valeur, ça, c'est le coefficient de test, Brecht-Pagan test que vous êtes en train de faire. Le second, maintenant, ça, c'est la probabilité associée. Et maintenant, le troisième, ça, c'est le coefficient de F-test. Et quatrième, maintenant, en dernier, ça, c'est la probabilité associée de F-test qui suit le test d'hétéroscédacité. Donc, c'est ça, au fait, en conclusion. Bon, si nous voulons, par exemple, nous pouvons toutefois nous arrêter ici, mais si nous voulons une clarification par rapport à ce qui est en train d'arriver, on peut également dire à Python de nous arranger ça, par exemple. Donc, on peut toutefois continuer en le faisant. Et comment ça se fait? On va dire, par exemple, le coefficient, on va appeler ça coefficient homo. OK? Donc, le second, on va appeler ça P1, qui est la première probabilité associée. Maintenant, on va dire troisième coefficient
F, par exemple. Et maintenant, après ça, on va parler de P2, qui est la deuxième probabilité associée. Et nous allons dire que, par exemple, que, euh, yes, print, je vais faire les arrangements. Imprime-moi, et je dis, par exemple, celui-ci, par exemple, il faut l'imprimer. Et non seulement tu l'imprimes, je voudrais que ça vienne à 3 décimales près. Donc, je ne veux pas que tu m'alignes tout, que ça vienne à 3 décimales près. C'est ce que je suis en train de dire au logiciel. Donc, après ça, je voudrais également que tu m'imprimes P1, P1, qui aussi doit être à 3 chiffres près, après la virgule, par exemple. Donc, c'est ce que je dirais également à mon logiciel, 3. OK? Et tu vas m'imprimer également celui-ci, le coefficient F. OK. Et non seulement tu l'imprimes, tu vas toutefois aussi l'imprimer à 3 chiffres après la virgule. OK. Après ça, tu vas m'imprimer également pi 2. Et ça sera également euh, maintenant ici. Je voudrais que tout ça là, soit sur la même ligne. OK. On continue. Oh. Donc, je veux que tout ça là, par exemple, OK. OK. Maintenant, pour que ça se passe comme ça, je vais appeler celui-ci, ces histoires-là. Parce que je sais que c'est 4 valeurs ou bien 4 résultats qui vont venir. Donc, il faudrait préciser 1, 2, 3, 4. Maintenant, je fais le test. Et maintenant, pour l'impression, je voudrais que ça vienne en même temps, comme c'est venu, mais avec des noms, comme je les ai appelés ici, que ça évite la confusion. Et maintenant, je ne voudrais pas également que tu sois aligné, je voudrais que ça me donne 3 chiffres près après la virgule. Donc, on va essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Yeah, donc comme toutefois vous voyez, donc c'est plus impressionnant ici, c'est plus intéressant, c'est plus compréhensible ici par exemple. Ça c'est le coefficient de tête d'homoscédacité, son p-value. Et ici, nous avons le coefficient de F et son p-value et on a ça. Donc comme je l'ai dit, on peut maintenant tirer notre conclusion en voyant la valeur de p-value de test d'hétéroscédacité. Ici, on accepte l'hypothèse qui dit qu'il y a égale variance ou bien homoscédacité. Donc, nous sommes arrivés ici à pouvoir faire le test d'hétéroscédacité, par exemple. Donc, c'est ce que je voudrais, par exemple, que nous faisions. C'est un test post-test, on appelle ça, étant donné que nous étions obligés de pouvoir régresser ou bien d'exister un modèle avant de pouvoir le faire. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne parce qu'on a tellement de choses intéressantes à apprendre. Ça, c'est le test d'hétéroscédacité. Il y a d'autres tests que nous aurons à faire. Le test de multicollinéarité, par exemple, le test de normalité, ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Bonne soirée chez vous.